L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Un conte de Noël. Il était une fois un potier qui avait tourné 7 pots dont il était assez fier. Il les aligna sur une étagère. Chaque fois que le potier quittait la pièce, les pots s'animaient et discutaient de leurs fonctions, de leurs idées, de leurs rêves, de leur avenir. Comme ils avaient peur d'être vendus séparément, ils s'entendirent pour se retrouver une fois par année, le soir de Noël. Comme les humains seraient très occupés, ils ne se rendraient sûrement pas compte de l'absence de leurs pots. Les semaines suivantes, un à un, les pots trouvèrent preneur, chacun par une personne différente. Le soir de Noël, comme ils se l'étaient promis, ils se retrouvèrent sur l'étagère du potier. Le premier pot, qui ressemblait à une coupe, dit fièrement « C'est une équipe de hockey qui m'a acheté. Lorsque l'équipe gagne, les joueurs me sortent pour fêter l'événement. Je ne vis que pour ces moments. » Le deuxième pot, plus raffiné, prit à son tour la parole. « Ma propriétaire se sert de moi pour déposer ses bijoux précieux, ses bagues, ses boucles d'oreilles. Rien ne me fait plus plaisir que le contact de l'or et des pierres précieuses. » Le troisième pot, de forme ronde, rajouta « Je sers de plat dans un grand restaurant. Sentir la nourriture dans mon ventre, je ne pourrais plus m'en passer. » Le quatrième pot, qui sentait encore les fleurs renchéries. « Moi, je reçois de magnifiques fleurs et plantes. Je suis très utile et très agréable à regarder. » Le cinquième pot, en forme de cruche, approuva. « Moi aussi, je suis utile. Je sers à transporter de l'eau. Dès que je suis vide, les petits-enfants de la maison s'empressent d'aller me remplir à la fontaine. Je ne vivrai plus sans leur rire et la fraîcheur de l'eau. » Le sixième pot, ouvert seulement par une petite fente, répondit « Je sers de tirelire à un banquier. Je suis rationnel et précis, je suis très important. Je sais exactement combien je contiens d'argent. » Le septième pot, d'apparence très simple, n'avait encore pas dit un mot. Ses 6 autres amis lui demandèrent à quoi il pouvait bien servir. « À rien. Je ne sers à rien. Je suis là et cela me suffit. Mon propriétaire me regarde et m'aime comme je suis. Toute la place qu'il y a au creux de moi est libre pour accueillir son amour. » Avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Rodolphe et la pomme magique. D'après Rudolphe et la pomme magique, un conte de Grégory. Alors je vais commencer par vous citer les reines du Père Noël, parce que cette histoire va nous parler du Père Noël et de ses reines. Les 9 reines du Père Noël sont Tornade et Furie, Cupidon et Tonnerre, Éclair et Danseur, Fringant et Comète, et Rodolphe et son nez rouge. Ce jour-là, le Père Noël était très content, car il allait bientôt commencer la distribution des cadeaux. Il est donc allé voir ses lutins ailés aux oreilles pointues qui fabriquent tout au long de l'année des jouets pour les enfants du monde entier. Puis notre bon Père Noël se rendit à l'étable afin de nourrir ses reines. Lorsqu'il entra dans le box de Tornade et de Furie, il n'y avait personne. Il pénétra ensuite dans celui de Cupidon et de Tonnerre. Personne non plus. Alors il se dirigea vers le box d'Éclair et de Danseur, qui était vide aussi. Puis il alla dans le box de Fringant et de Comète, qui était vide lui aussi. Ils étaient tous vides, et le Père Noël commença à se demander ce qui se passait, car il était très inquiet. Si tous ses reines avaient disparu, il ne pourrait pas faire s'envoler son traîneau et faire le tour de la terre pour distribuer tous les cadeaux qu'il avait préparés pour les enfants. Alors le Père Noël est allé vers le box de Rodolphe. Tout le monde était rassemblé autour du petit dernier, le plus important de toute la tribu, car sur son museau, il possède une petite ampoule rouge qui lui permet d'orienter le Père Noël dans la neige et le brouillard durant les rudes nuits d'hiver. Il devait se passer quelque chose de grave pour que tous les reines soient rassemblées dans le box de Rodolphe. Le Père Noël demanda à ses reines de s'écarter et de le laisser passer.
C'est ce qu'ils firent sur-le-champ car ils écoutent toujours la voix de leur maître et sont très sages et très obéissants. En s'approchant du box, le Père Noël vit que Rodolphe était couché, la tête tournée pour ne pas regarder le Père Noël. Il dit au Père Noël: « Non, ne me regarde pas, j'ai trop honte, remets-moi parmi d'autres reines, désormais je ne te servirai plus à rien. » Le Père Noël le rassura. « Je ne ferai jamais une chose pareille, mais pourquoi dis-tu que tu ne me serviras plus à rien? Tu es le plus important de mes reines. Non seulement tu es unique, mais en plus sans toi, je ne peux pas avancer au milieu de la nuit noire. Et si je ne peux pas me diriger dans la nuit, je ne peux pas livrer mes cadeaux aux enfants du monde entier à temps. » Rodolphe, tout tremblant, se retourna vers le Père Noël en lui disant « Cette année, je ne te servirai pas à grand-chose. Je suis malade et mon nez rouge s'est éteint et il ne veut plus se rallumer. » Une fois que Rodolphe fut retourné, le Père Noël vit l'inimaginable. Comment une chose pareille avait-elle pu se produire? Rodolphe lui-même ne le savait pas. Il se souvenait juste que la veille, il s'était endormi avec sa lumière. Ce matin, en se réveillant, son ampoule était éteinte. Le Père Noël retourna dans son chalet et, fort anxieux, il rassembla tous ses lutins et il fit arrêter la production de jouets afin d'annoncer l'horrible nouvelle aux lutins. Ensuite, il dit à un de ses lutins d'aller chercher le docteur des reines, un vétérinaire très intelligent. Quelques instants plus tard, le docteur des reines apparut sur le pas de la porte du chalet. Le Père Noël s'empressa de conduire le docteur des reines auprès du malade. Le docteur annonça alors la pire des nouvelles. « Rodolphe a attrapé la grippe et son nez rouge ne se rallumera que quand il sera guéri. Je vais lui donner du sirop et il sera guéri dans 1 semaine. » « Mais ce n'est pas possible, dit le Père Noël. Nous devons partir cette nuit pour distribuer les jouets. » Alors le docteur des reines dit « Dans ce cas, il faut aller chercher le lapin blanc à la pomme magique et donner la pomme magique du lapin blanc à manger à Rodolphe. » La seule solution était donc de trouver ce fameux lapin blanc et sa pomme, comme l'indiquait le docteur des reines. Pour cela, le Père Noël dut faire appel à ses lutins pour aller chercher ce lapin blanc. Mais il y en eut peu dans la maisonnée qui osèrent se présenter pour accomplir cette mission, tant elle était importante. Celui qui fut sélectionné s'appelait Fantasia. C'était un lutin petit, tout fin, aux yeux bleus et pétillants de malice en permanence. Il était toujours prêt à voyager et à découvrir de nouvelles contrées. Il connaissait d'ailleurs beaucoup de choses sur le monde. Donc Fantasia partit pour accomplir sa mission. En chemin, il rencontra un renard des neiges et il lui demanda « Aurais-tu vu le lapin blanc ?» « Non, mais si je le vois, je lui dirai que tu le cherches. » Après avoir marché durant plusieurs heures, notre petit lutin rencontra un pingouin et il lui posa la même question. « Oh, gentil pingouin, aurais-tu vu le lapin blanc ?» Et il lui répondit « Non, mais je crois qu'il habite très loin, tout là-bas devant toi. » Alors Fantasia, le petit lutin, reprit sa route. Après avoir marché durant plusieurs heures, notre petit lutin rencontra un bébé phoque et il lui posa la même question. « Oh, gentil bébé phoque, aurais-tu vu le lapin blanc ?» Il lui répondit « Non, mais je crois que tu n'es plus très loin, il habite juste devant toi. » Fantasia remercia le bébé phoque et continua sa route. Après avoir marché durant plusieurs heures, notre petit lutin rencontra un ours polaire et il lui posa la même question. « Ours, grand ours blanc, roi du pôle, aurais-tu vu le lapin blanc ?» Il lui répondit d'une voix douce et calme. « Oui, bien sûr, on vient de discuter ensemble. Il y a à peu près 10 minutes. Il est parti par là, en direction du soleil couchant. Il ne doit pas être très loin. Tu peux peut-être encore le rattraper. » Le Fantasia courut plus vite que le vent. Il parcourut tout le glacier jusqu'à en perdre haleine. Mais le lapin blanc n'était pas là. Devant cet échec, Fantasia perdit tout espoir de retrouver ce fameux lapin blanc. Il avait un tel poids sur les épaules. Il devait sauver l'un des reines du Père Noël. Épuisé, il s'allongea et s'endormit dans la fraîcheur glaciale de la neige. Pendant qu'il dormait, Fantasia fit un drôle de rêve.
Il rêvait que le Père Noël se penchait sur lui pour le gronder car il s'était endormi. Alors il se réveilla en sursaut. En face de lui apparaissaient 2 yeux noirs. Les yeux lui dirent « Bonjour, tu vas bien ?» Fantasia ne parut pas effrayée par les 2 yeux noirs, car il se rendit vite compte que les yeux étaient en fait ceux d'un petit lapin blanc. Fantasia, sans hésiter, demanda à la boule de poil « Es-tu le lapin blanc ?»« Non, ça c'est mon papa, répondit le petit lapin. Moi je suis Lapinou, le fils du lapin blanc. J'apparais devant toutes les personnes qui ont perdu leur espoir, et je les aide à les retrouver. Dès que j'ai entendu que ton cœur avait perdu tout espoir, j'ai accouru vers toi, aussi vite que j'ai pu. Mais au fait, pourquoi as-tu perdu tout espoir ?» Alors Fantasia lui raconta toute l'histoire, et surtout qu'il devait sauver l'un des reines du Père Noël. Le petit lapin ouvrait des yeux de plus en plus grands au fur et à mesure que le lutin lui racontait son histoire. Une fois que l'elfe eut fini de raconter son histoire, la petite boule de poil lui dit « Vite, grimpe sur mon dos, nous n'avons pas une minute à perdre, je te conduis tout de suite chez mon papa. » Fantasia, n'écoutant que son cœur, grimpa sur le dos de la petite bête. Le lapin courut le plus vite qu'il put et arriva à la tanière blanche du lapin blanc. Sur le pas du terrier, une voix grave se fit entendre. « Qui va là ?»« C'est moi, Fantasia. Je suis un des lutins du Père Noël et je suis là car j'ai besoin de votre aide pour sauver l'un des reines du Père Noël, grâce à votre pomme magique. » Sur un ton très méchant, la voix au fond du terrier gronda. « Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse que tu aies parcouru tant de kilomètres pour sauver un des reines du Père Noël? Je me fiche également que tu t'appelles Fantasia. Je peux toujours te donner ma pomme, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi, en échange ?» Fantasia, surpris par la question, lui répondit « J'en sais rien, moi, il faudrait que tu demandes au Père Noël, mais j'ai une question à te poser. Pourquoi on t'appelle lapin blanc si ton cœur est si noir ?» Car je n'ai jamais été aimé par un être humain, et mon seul et unique rêve est d'être adopté par un enfant. Fantasia lui dit « Peut-être que si tu viens avec moi, le Père Noël pourra faire quelque chose pour toi, mais en échange je veux ta pomme magique. » Le lapin lui dit « Oui, je l'ai toujours sur moi, mais pour la posséder, tu dois répondre à mon énigme. Je suis blanche, je suis ronde, mais pas toujours présente. Parfois je suis une moitié, parfois je suis entière, et parfois on voit de moi qu'une tranche. Parfois je suis lumineuse, parfois je suis sombre, parfois les deux en même temps. Tout le monde a envie de marcher sur moi, mais seuls quelques chanceux l'ont fait. Qui suis-je? Si tu peux me répondre, alors j'irai avec toi. » Dans son chalet, le Père Noël était inquiet de ne pas revoir son lutin et de voir que l'état de Rodolphe ne s'améliorait pas. De son côté, Fantasia réfléchissait à l'énigme, mais la réponse lui paraissait trop évidente. Il retourna vers le lapin et il cria à l'entrée du terrier « La lune! La réponse à ton énigme est la lune !» La voix grave du lapin lui répondit timidement « Oui, c'est bien la bonne réponse. De toutes les créatures qui ont voulu s'approprier ma pomme magique, tu es le premier à trouver la bonne réponse. » Le lapin sortit enfin de son trou, et Fantasia put enfin mettre un visage sur la voix grave du fond du terrier. Le pelage du lapin était blanc. Il possédait des yeux rouges comme la braise. Fantasia monta sur le dos du lapin, et en moins de temps qu'il en faut pour le dire, il se retrouva au chalet. Le Père Noël découpa la pomme en 4 morceaux. L'intérieur de celle-ci était bleu et sentait la menthe. L'ampoule de Rodolphe se remit à briller de 1000 feux. Le petit renne était plus en forme que jamais. Le Père Noël alla voir le lapin blanc et lui dit « Tu as sauvé mon renne, et tu as sauvé la fête de Noël. Que puis-je faire pour toi ?»« Je veux être aimé, répondit le lapin blanc. Le Père Noël lui promit de faire tout son possible pour réaliser son souhait. Il lui dit ceci. Je peux te proposer une balade en traîneau et de me suivre dans ma distribution de jouets dans le monde entier. J'accepte avec le plus grand plaisir, répondit le lapin blanc. Le Père Noël prépara son traîneau, y chargea tous ses cadeaux, puis il attela tous ses rennes au véhicule.
Et ce fut une magnifique nuit de Noël. L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Un bon vieux grand-père, un soir de Noël, racontait à ses petits-enfants près du feu rassemblés l'histoire suivante. Dans un petit village breton non loin de Quimper, habitait il y a bien longtemps un riche fermier, le plus cossu des environs, mais avare à tondre, comme dit le proverbe, une puce pour en avoir la peau. Astucieux et méchant, il furetait partout comme un renard, enlevant de ses doigts crochus ce qu'il pouvait voler sans être vu. Méprisé de tous, Jean Lafourche vivait en vrai loup dans sa grande maison blanche. Sans famille, sans amis, sans même un chien, l'avare se plaisait dans sa morne solitude. Quel plaisir de contempler le soir à la tremblante lueur d'une chandelle fumeuse les sacs d'écus au ventre rebondi dont le sonore tintement gazouillait une argentine chanson aux oreilles. Oh oui, l'avare l'aimait, cette musique des jaunets d'or et des pièces blanches. Il restait des heures entières dans le sombre caveau où se cachait sa richesse. Il demeurait accroupi sur ses genoux lassés, sans feu par le froid de décembre, sans flamme pour égayer la triste démesure léguée par ses pères. Un jour pourtant, le froid devint si vif que Jean Lafourche se décida. La mort dans l'âme à mettre en son foyer glacé quelques gros rondins de hêtre qu'il comptait pourtant bien vendre à la ville voisine. Pendant qu'il songeait près de son maigre feu où fumait un pâle tison, une idée germa en son cerveau d'avare. Un rire silencieux entr'ouvrit ses lèvres émaciées et, quittant son escabeau boiteux, il ferma soigneusement la porte de son logis. Puis, s'assurant que les environs étaient déserts, Jean Lafourche, comme un renard, s'insinua dans l'enclos de son voisin, Jérôme Kernec. Le soir tombait déjà, un triste soir de décembre. Tout à coup, une envolée joyeuse des cloches du village ébranla l'air glacé, et comme un écho lointain, mille tintements se répercutèrent par les champs et les bois. C'était la veille de Noël, la veille de la nuit sainte. Tout le monde étant affairé, nul ne remarqua l'avare qui, sans scrupule ni remords, visitait les coins et les recoins de la propriété de Jérôme. Entassés les uns sur les autres, formant une large plateforme, des fagots bien secs protégés par une épaisse couche de chaume s'étalaient dans l'enclos de Jérôme, qui était un honnête paysan renommé pour sa bienfaisance. Et la nuit tombait toujours de plus en plus noire, se faisant ainsi la complice de vol que méditait Jean Lafourche. Jugé sur le tas immense, l'avare fébrilement s'emparait des plus beaux fagots, les lançait par-dessus le mur jusqu'en son propre terrain, non sans jeter un regard furtif de temps à autre pour être certain de n'être pas surpris. En vain sa conscience révoltée lui reprocha son crime. En vain la peur lui tortura-t-elle le cœur. Le démon du mal lui sifflait toujours « Prends encore, prends le tas, est bien assez grand ». Et déjà 12 fagots manquaient sur l'amoncellement. Le voleur allait partir quant à ses pieds. Pendant qu'il descendait prudemment de la plateforme, un énorme fagot vint rouler, laissant voir une grosse branche de chêne arrachée à quelques troncs géants. Un éclair d'envie brilla dans l'œil gris de l'avare et Jean Lafourche, la sueur au front, chargea sur ses épaules le lourd fardeau. Il aurait donc lui aussi la traditionnelle bûche de Noël. Pourtant, la force lui manquant, il allait laisser choir son fagot, quand un homme noir le toucha au bras. Et chose singulière, Jean Lafourche ne sentit plus sa fatigue. La bûche énorme ne pesait pas plus qu'une plume sur ses épaules. Sans se soucier de l'homme noir qui le suivait toujours, le voleur arriva au seuil de sa porte, toujours chargé. Tout à coup, une force irrésistible l'enleva de terre. Au moment même, une nouvelle sonnerie de cloche lui clama « Maudit, va-t'en !» Et il monta toujours, poursuivi par les huées des cloches. Il monta, les épaules meurtries par ce fagot du diable qui lui broyait les os. Brûlé par leur étincelante clarté, Jean Lafourche monta toujours plus haut dans le vide immense du firmament noir.
Et ses plaintes étaient si fortes qu'on entendait sa voix lamentable de la terre. Tout à coup, un globe géant parut à ses yeux, dilaté par la peur. Aveuglé par une lumière crue poussée toujours par la même force, l'avare, puni par le ciel même, s'engouffra dans le disque qui n'était autre que la lune. « Mes enfants, continua le bon grand-père, quittez un instant la maison, sortons ensemble et regardons le firmament si clair ce soir. Voyez-vous, un être étrange, noir, hérissé qui s'agite dans l'astre des nuits? Eh bien, c'est Jean Lafourche qui se tourne et se retourne comme un damné, portant à perpétuité le bois volé à son voisin. C'est le voleur et son fagot que vous y voyez enfant. Mais la lune est tenace, elle ne rend pas ce qu'elle prend. Que ceci, mes chers petits, vous serve de leçon et vous fasse respecter le bien d'autrui. Sur ce, allons nous coucher et laissons Jean Lafourche se débattre dans la lune. Elle ne se laissera pas voler, elle.